Namasté, je suis Sandrine Muller-Boire, je suis guérisseuse. Je voudrais aujourd'hui commencer une longue série, j'espère, sur ce que j'ai vécu, sur la magie de cet univers. L'âme agit de l'univers. Très intéressant cette âme des mots, parce que je vais vous montrer que je l'ai vécu personnellement. J'ai vécu l'horreur. J'ai été au fond du trou et je voulais vous montrer comment l'univers m'a sorti du fond du trou et comment je me suis aidée moi à sortir du fond du trou. Et ce qui est important, c'est que finalement, il faut que cette expérience, mon expérience, puisse vous servir parce que ça n'a aucun intérêt de raconter ma vie. Et ça a été le départ d'un long chemin, ce fond du trou, d'un long chemin spirituel vers la rencontre de moi-même, qui a fait que je suis devenue qui je suis maintenant, une guérisseuse, et qui a fait que j'ai pu justement écrire ce livre, parce que l'énergie pour guérir, où j'ai vraiment suivi pas à pas ce qu'il y a dedans. Alors je vais commencer par un conte soufi que je nomme dans ce livre, et ce conte soufi illustre directement en fait ce que j'ai vécu. Alors on va commencer par un petit conte si vous voulez bien. Le titre de ce petit chapitre dans le livre s'appelle « Changer pour changer le monde ». Une histoire soufie. À 20 ans, je n'avais qu'une seule prière. Mon Dieu, aide-moi à changer le monde, ce monde insoutenable, invivable, d'une telle cruauté, d'une telle injustice. Et je me suis battue comme un lion. Au bout de 20 ans, peu de choses avaient changé. Quand j'ai eu 40 ans, je n'avais qu'une prière. Mon Dieu, aide-moi à changer ma femme, mes enfants, ma famille. Et je me suis battue comme un lion pendant 20 ans, sans résultat. Maintenant, je suis un vieil homme et je n'ai qu'une prière. Mon Dieu, aide-moi à changer. Et voilà que le monde tout autour de moi change. Alors voilà mon histoire. À l'époque, je patine les meubles. J'ai une société qui s'appelle Chic et Champêtre. Je vends des meubles dans le monde entier. Et à cette époque-là, c'est le moment de la crise, en 2008. Et pendant la crise en 2008, quand je fais mes salons à Maison et Objets, notamment pour me faire connaître dans le monde entier, eh ben, c'est plus pareil. Les boutiques ferment les unes derrière les autres, les gens ne commandent plus du stock à l'avance. Donc ça commence à sentir le roussi, je sens bien que ça va plus du tout être pareil, que je sais plus où je vais, l'avenir est complètement incertain. Le chiffre d'affaires baisse à vue d'œil, donc on prend la décision avec mon mari d'arrêter de faire grossiste de Chic et Champêtre et de réduire la voilure, comme on dit. Et donc, on avait acheté un grand entrepôt dans lequel on réceptionnait tous les meubles qui étaient fabriqués, qu'on patinait, qu'on vendait dans le monde entier. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Il fallait bien payer les mensualités de cet entrepôt. Donc, on a mis cet entrepôt en location. On s'est retiré, j'ai aménagé mon garage. Alors, en fait, c'était là, hein. À l'époque, ça c'est mon garage qui est devenu ma salle de soins, mais à l'époque, c'était l'endroit où je patinais mes meubles. Donc on a aménagé le garage et je me suis retranchée chez moi pour patiner mes meubles. On a mis cet entrepôt en location. Et pour vous décrire le tableau au départ, avant que je plonge dans le trou et que tout aille mal, j'ai 2 enfants qui sont précoces, dont un fils qui est précoce, mais dans le profil, on va dire, génie, qui a 2 ans d'avance et qui est né en fin d'année, donc ça lui fait un écart énorme par rapport aux autres personnes de sa classe. Il faut savoir que quand il avait 5 ans, il se sentait tellement différent que déjà il se faisait taper par les autres élèves. On a mis longtemps avant de le savoir parce qu'il avait gardé ça secret. Il rentrait toujours avec des bleus, des bosses, mais comme il tombait tout le temps, moi j'ai cru que c'était à cause de ça. Et on l'a su en fait quand il est devenu phobique scolaire, c'est-à-dire qu'il voulait plus du tout aller à l'école parce que c'était un enfer pour lui et que de toute façon il apprenait absolument rien. Donc on a pendant 4 ans été dans une école pour enfants précoces extraordinaire dans Paris qui a restauré l'estime de soi pas à pas de mon enfant. Alors j'ai mis les 2 enfants dans cette école pour enfants précoces, qui les a cocoonés, qui leur a fait reprendre confiance en eux. Le problème, c'est que cette école, c'était des parents qui se sont retroussés les manches, qui avaient tous des enfants qui étaient à problème.
Donc bien évidemment pas aidées par l'État du tout, pas de subvention, et donc c'était des écoles extrêmement chères qui valaient 15 000 € par an. Donc voilà la situation de base, où bon, on travaillait, une grosse partie de ce qu'on gagnait était pour cette école, pour aider nos enfants. Et là, on est au stade où on réduit la voilure, je me retranche chez moi, on met l'entrepôt en location, et puis à l'issue de ces 4 ans, on n'avait mais plus du tout d'argent d'avance, plus rien, et on ne pouvait plus payer cette école. Donc on en est à ce stade-là. Et voilà comment le fond du trou est arrivé. Ça a commencé que notre locataire a arrêté de nous payer. Alors pendant 6 mois, il continuait de venir à l'entrepôt, il nous narguait, il nous regardait avec un grand sourire et puis il ne nous payait pas. Or nous, il fallait qu'on continue de payer les mensualités de cet entrepôt. Mais j'avais plus le chiffre d'affaires que j'avais avant, j'avais réduit la voilure, j'étais juste chez moi à faire un petit peu mes patines. Donc pas de chiffre d'affaires, il fallait payer les mensualités. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a payé un avocat pour pouvoir expulser cette personne. Ça a duré 6 mois, donc payer les loyers de l'entrepôt, payer l'avocat. Et parallèlement à ça, il fallait qu'on cherche une école qui veuille bien accepter mes 2 enfants, surtout mon fils qui avait un profil très particulier, enfant phobique scolaire, qui avait peur de se retrouver parmi ses camarades, qui avait des notes mais exceptionnellement bonnes et qui était un enfant qui avait presque 3 ans d'avance. On appelait toutes les écoles en expliquant son profil, et là, alors j'essaie d'appeler les écoles privées parce que je voulais des gens bienveillants qui connaissent les choses là, qui connaissent un petit peu comment ça fonctionne avec ces enfants-là. On me criait dessus. On me criait dessus et on me disait: «Madame, on a déjà du mal à prendre les fratries dans les écoles, c'est pas pour prendre des enfants différents», et on me raccrochait au nez. Voilà, j'ai eu droit à ça. De toute façon, on est dans une société où on coupe les têtes, faut pas que ça dépasse, hein. Dès qu'il y a une différence, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, c'est très compliqué. Euh, donc, je me suis retrouvée seule à la maison, à devoir faire des cours à la maison à mon fils, en attendant une école veuille bien le prendre. Et comme je faisais les cours à la maison à mon fils, je ne travaillais pas. Comme je ne travaillais pas, pas de chiffre d'affaires et donc pas d'argent. Et donc, je n'arrivais plus à sortir les sous pour payer les mensualités de l'entrepôt, encore moins l'avocat. Le locataire, quand il a vu que ça sentait le roussi et qu'il risquait d'y avoir un procès, qu'il risquait de se faire expulser, il a été très malin. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis en liquidation judiciaire. Un jour, il m'a appelé, il m'a dit: «Voilà, je suis en liquidation judiciaire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai des employés et que si je suis expulsée de votre entrepôt, des employés vont se retrouver au chômage. Donc je continue de rester gratuitement chez vous, parce que comme ça, je ne mets pas des employés au chômage.» Je comprends tout à fait hein, son état d'esprit, je comprends exactement comment il l'a fait. Bon ben voilà, sauf que nous, on s'est retrouvés dans une mouise noire. Et alors pour continuer un petit peu notre descente un petit peu plus, j'avais fait faire une énorme porte de garage dans notre entrepôt. Je voulais qu'elle soit plus solide, je voulais en faire une, et puis je m'étais dit dans ma tête, comme ça, je vais me projeter dans l'avenir en me disant qu'un jour il va partir ce monsieur, et comme ça, si jamais il garde les clés, bah, comme j'aurai ma nouvelle porte qui va être là, et ben j'aurai des nouvelles clés, et comme ça, au moins je serai tranquille. Et là, je vous assure, mais c'était surréaliste. Donc je commande ma porte exactement comme je voulais. Ce qui était important pour moi, c'est que ce soit une grande porte de garage où les gens qui pouvaient livrer rentrent leur matériel, puisque c'était un entrepôt où on pouvait rentrer du matériel. Et à côté de ça, il y avait un petit portillon indépendant qu'on pouvait ouvrir comme ça pour pouvoir rentrer, pour pas avoir à ouvrir les grands volets tout le temps. Le jour où on vient me livrer, j'ai une porte de base, un espèce de volet roulant qui se lève. Alors, quand je vois les personnes qui sont là pour monter la porte, je leur dis: «Oh non, arrêtez, arrêtez, vous êtes trompés, c'est pas du tout ça.» J'appelle le patron et je lui dis: «C'est quoi cette histoire?» En plus, elle valait super cher cette porte. Je lui dis: «Mais c'est pas du tout ce que j'ai commandé.» Et là, il a un petit rire narquois, il me dit: «Reprenez votre contrat.» Parce que je lui dis: «Il y a une photo, hein, la photo de ce que j'ai commandé.» Il me reprenait le contrat, il me dit: «Regardez bien sous la photo, il y a un petit astérix et il y a marqué photo non contractuelle. Donc vous êtes obligé d'accepter ce que je vous livre.»
Là, mais c'était surréaliste. Et je me souviens lui avoir dit, mais vous pouvez pas faire ça aux gens, c'est pas possible, ça n'existe pas. Je lui ai dit, moi, je vais vous faire un procès, hein. J'ai demandé quelque chose, je veux ça, je veux ce que j'ai commandé quand même, c'est la moindre des choses. Et il a ri, il m'a dit, ben faites-le votre procès. Si vous avez le courage, le temps et l'argent pour le faire, faites-le. Donc là, j'avais tellement atteint le fond du trou, je crois que j'ai touché le fond du fond, je vais vous dire, le jour où mon frère me donnait gentiment les habits de ses enfants pour habiller mes enfants. J'en vendais une partie dans le Bon Coin pour récupérer des sous, pour pouvoir avoir un petit peu d'argent d'avance, pour pouvoir avancer. Donc on n'avait mais plus rien, rien. Mon fils allait mal, je ne savais pas comment l'aider, on n'avait plus d'argent, pas de travail, j'avais absolument plus rien. À ce stade-là, c'était tellement horrible ce qu'on vivait depuis très longtemps que mon mari est devenu diabétique, son pancréas a lâché. Il y a un fusible qui a pété chez lui, son pancréas a lâché, donc bien évidemment maintenant il a vie, il est diabétique de type 1, insulinodépendant. Et chez moi, j'ai fait une névralgie cervico-brachiale, j'ai un nerf qui a pété aussi, et je pouvais plus bouger ma partie gauche, en fait, du corps. Et à ce moment-là, je me souviens très bien qu'à chaque fois que je voyais des amis, je me drapais dans ma victimisation. À chaque fois qu'on me demandait comment ça allait, bien évidemment, de toute façon, ça allait mal, tout allait mal, alors je répétais. Je répétais toutes ces horreurs que je vivais, je me noyais dans ces horreurs que je vivais, puis je répétais aussi, mon fils est tellement merveilleux, mais on s'en sortira jamais, il y arrivera jamais. Je me souviens très bien avoir dit ça. On s'en sortira jamais, il arrivera jamais. C'est là que mon expérience doit vous servir, mesdames les mamans. Parce que maintenant que je connais la loi d'attraction, en fait, je l'ai toujours connue. Il faut savoir que dire à votre enfant, les yeux dans les yeux, allez, t'es fort, tu vas y arriver, c'est génial, c'est bien, c'est super. Mais dire dans son dos, on n'y arrivera pas, il est trop faible, c'est trop dur pour lui. Vous créez une énergie autour de lui. En plus, les mères sont fusionnelles avec les enfants. Vous créez une énergie autour de lui d'échec. Même si lui, il ne vous entend pas, il perçoit cette énergie. J'en étais pas consciente à l'époque. En plus, j'étais même plus consciente que j'étais aidée de là-haut. Moi, j'entends les anges gardiens depuis toujours, mais j'étais tellement dans une mouise infâme que je me sentais abandonnée. Je m'étais dit, mais je suis complètement déconnectée. Je ne pensais même plus à prier, je ne pensais même plus à mon ange gardien, lui demander des trucs. Je me sentais totalement abandonnée. J'étais seule dans mon trou. J'étais seule au fond de mon trou, en fait. Et un jour, je ne sais pas pourquoi ça m'est venu en tête, je me suis dit, je vais aller voir une voyante. J'ai voulu aller voir une voyante, pas pour qu'elle m'annonce des choses de mon avenir, c'était même pas ça, ce que j'avais en tête. Je voulais qu'un jour quelqu'un me dise qu'il y avait la lumière au bout du tunnel. Juste ça. Je voulais qu'elle m'annonce la lumière au bout du tunnel. Et là, c'était surréaliste. Elle me tire les cartes. Mais en fait, c'était pire. C'était pire parce qu'elle m'a annoncé que mon fils allait être phobique scolaire à vie, qu'il n'y avait plus moyen de le remettre dans la société correctement, que j'allais devoir lui faire cours à la maison à vie, que du coup mon métier allait en pâtir, que bien évidemment ma société allait couler à vitesse grand V, le peu qu'il en restait, que mon locataire n'allait jamais partir. Y a encore d'autres choses derrière que je vous ai pas tout dit au niveau du fond du trou, mais des personnes nous devaient de l'argent et qu'ils allaient jamais nous en rendre parce que j'avais prêté de l'argent à des personnes. Bon, ça c'était encore une histoire pour bien nous enfoncer. Je suis sortie de là, j'étais complètement abattue. Et là, j'ai vu la lumière au bout du tunnel. Là, d'un seul coup, je me suis comme reconnectée à mon ange gardien et je l'ai entendu. Et vous savez ce qui s'est passé dans ma tête? Je me suis dit, c'est moi qui ai créé cette situation.
C'est moi qui ai créé cette situation. À force de voir le noir autour de moi, rien ne va plus, je suis une victime, mon fils est une victime, on est des victimes, on s'est fait arnaquer de toutes parts, je suis une victime. C'était écrit partout autour de moi, dans mon aura, victime en gros, c'était marqué sur mon front, victime, c'était marqué sur mon dos, victime, victime partout. C'est ce que j'attirais à moi. Bien évidemment qu'on m'avait arnaqué, j'étais une victime. C'est ce que j'attirais à moi. Et là, ça a fait tilt. Je me suis dit, ma cocotte, faut sortir de cette ornière. Il faut changer de vibration, il faut changer de mode. Tu vas sortir de cette ornière dans laquelle tu t'es engagé, tu fais un pas de côté et tu vas avancer. Et là, je me suis vue comme une pelote de laine et je me suis dit, si tu te bats sur tous les fronts, si on tire partout, sur tous les côtés de la pelote de laine, on fait des beaux gros nœuds. Donc, il va falloir que tu tires un bout de ficelle, un seul, et patiemment, tu vas le dénouer. Et puis tout va se dérouler comme par magie. Je n'ai jamais oublié cette métaphore, parce que quand quelqu'un vient me voir en soins, et que cette personne est dans une mouise noire, que rien ne va, je lui fais prendre conscience de la loi d'attraction, que c'est elle qui l'a créée, et je lui dis cette même phrase. Je lui dis, là maintenant, vous êtes une pelote de laine. Vous n'avez ni la force, ni l'énergie, ni le courage pour vous battre sur tous les fronts. On ne peut pas tirer sur tous les fils en même temps, vous allez faire des nœuds. Donc on va isoler un fil, un problème, un seul. Vous allez vous battre uniquement sur celui-là, et on va dénouer la pelote. Eh bien moi, mon fil, ça a été une évidence, c'était mon fils. Je suis allée le voir, je l'ai regardé droit dans les yeux, j'ai fait comme ça, j'ai vraiment joint la symbolique. J'ai retroussé les manches, je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit, à partir de maintenant, tu n'es plus une victime. Je ne suis plus une victime. Tu n'es plus une victime. À partir de maintenant, on va faire ce qu'il faut pour qu'une école t'accepte. Tu vas te sentir bien dans cette école. Tu auras des amis. Tu vas t'épanouir. On va faire tout ce qu'il faut. Ça commence maintenant. Et là, j'ai vu les rouages de l'univers. Je les ai comme entendus. J'avais l'impression d'entendre la roue tourner. Vous savez quand on dit la roue tourne? Le lendemain d'avoir fait ce vœu, j'ai une amie qui vient me voir. Et cette amie, eh bien, elle me dit comment ça va. Et d'habitude, je me serais pas là, j'aurais dit ouais, tu sais, c'est dur, on s'en sort pas, machin. Bon, là, j'étais sortie de l'ornière, j'étais sur un autre mode. Donc, je regarde cette amie et je lui dis, on est en train de s'en sortir. J'ai fait ce qu'il faut, j'ai décidé que j'allais faire ce qu'il faut pour s'en sortir, et pour s'en sortir, ça va commencer par mon fils. C'est lui que je vais sortir de cette mouise, et donc, j'ai décrété que je ne voulais plus qu'il soit phobique scolaire, on va faire ce qu'il faut. Cette maman, c'était une maman qui était dans l'école pour enfants précoces, qui avait elle-même un enfant précoce. Elle me dit, oh, je connais une psychothérapeute qui est extraordinaire, spécialisée dans les enfants précoces, appelle-la. Donc elle me donne le numéro, je l'appelle devant elle, et bien évidemment, comme tous les thérapeutes qui sont très connus et très efficaces, là, on me dit, bah, rendez-vous dans 6 mois. Et je lui dis, dans 6 mois, et au moment où je dis ça, coup de fil, ma copine reçoit un coup de fil de son fils qui est en train de passer le bac. Et son fils lui dit, maman, j'ai un bac blanc prévu tel jour, telle heure. Et elle regarde sur son agenda, et c'était à ce moment-là que son fils avait rendez-vous avec la psychothérapeute en question. La maman m'arrache le téléphone des mains, et elle dit à la secrétaire de la psychothérapeute, voilà, tel jour, telle heure, la semaine prochaine, c'est moi qui ai rendez-vous, vous allez donner ma place à cette dame. Hop, on raccroche, place est prise pour le psychothérapeute. Là, truc de dingue, parce que tout de suite après, je raccroche et je me souviens qu'à l'époque, j'avais été voir un homéopathe extraordinaire qui avait aidé ma fille quand elle avait des problèmes il y a très longtemps. Donc j'étais pas encore guérisseuse à cette époque, de toute façon. Et même là, j'étais pas guérisseuse à l'époque où je vous parle. Je suis devenue guérisseuse après.
Et cet homéopathe, pareil, mais tellement extraordinaire, tellement connu, qu'il y avait 9 mois d'attente pour aller le voir. Et je m'étais dit, pour mon fils, il faut que j'aille voir cet homéopathe parce qu'il va gérer son stress et son anxiété. Je l'appelle, bien évidemment, rendez-vous dans 9 mois, personne très connue. Et elle me dit rendez-vous dans 9 mois, puis d'un seul coup elle fait oh non, 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 excusez-moi, non, je viens de raccrocher avec une personne qui a annulé demain, venez demain. Mais je vous dis, mais j'entendais les rouages de l'univers tourner. Donc, le lendemain, on va voir l'homéopathe, bim, super traitement pour travailler sur l'anxiété. On va voir la psychothérapeute. Elle lui fait faire de l'art-thérapie, alors là c'était génial, du théâtre, qui lui a permis de revivre les situations de stress qu'il avait vécues où il s'était fait taper. Et elle lui a fait vivre d'abord en tant que victime, donc elle était le bourreau, et puis lui, il se faisait taper, tout ça. Et d'un seul coup, elle l'a mis dans l'autre situation où lui, c'était l'agresseur. Alors elle lui disait, allez vas-y, moi je suis toi, et toi tu m'agresses. Tu fais comment? Alors au début, il était tout timide, il n'osait pas. Elle disait, non, c'est pas comme ça que c'est un agresseur. C'est comment un agresseur? Montre-moi physiquement. Alors, il se redressait. Allez, encore, bombe le torse. Il bombait le torse. Allez, lève le menton. Et puis maintenant, agresse-moi. Alors, il agressait avec sa petite voix. Il disait, non, parle fort, allez. Et c'était fou parce que le fait de vivre toutes les situations, d'un seul coup, il a pu prendre tous les points de vue comme ça. Et en plus, ils ont réécrit l'histoire en faisant des scénarios de fuite ou des phrases qu'il aurait dû dire pour se sentir bien. Et bien évidemment, comme le subconscient ne connaît pas la différence entre le suggéré et le réel, c'est ce que j'applique au quotidien, moi, quand les enfants viennent me voir maintenant que je suis guérisseuse aussi. Ce qu'elle a fait, ça a été une grande leçon pour moi. Bien évidemment, il a fallu 3 leçons, 3 cours de théâtre, et c'était fini. Donc, pour mon fils, la confiance en soi était restaurée. J'appelle une des écoles qui m'avait raccroché au nez, celle qui avait été la moins agressive. Saint-Charles. Merci à vous, encore du fond du cœur. Cette école, à l'époque, il m'avait dit oui, on a une classe pour enfants précoces et il y a une liste d'attente long comme le bras. Il y a 3 ans d'attente pour aller chez vous, pour aller chez nous. Donc quand j'avais appelé, il m'avait dit, madame, on va pas vous prendre, voilà quoi, vous êtes sur la liste d'attente comme tout le monde, mais vous ne serez pas prise. Je les ai rappelés, et là je me suis dit, je vais parler à quelqu'un qui a du cœur. Alors j'ai raconté ma vie, j'ai raconté la vie de mon fils, et je leur ai dit ça. Je leur ai dit, vous êtes ma seule planche de salut. Si je ne vous ai pas, si vous ne m'acceptez pas, je ferai l'école à vie à mon fils, je n'ai plus de travail, et il n'aura plus de vie sociale. Vous êtes ma seule planche de salut. Ils m'ont donné rendez-vous et ils m'ont dit on ne peut pas vous prendre dans la classe pour enfants précoces, mais on va prendre votre fils dans une autre classe et on va l'autoriser, quand il a fini ses devoirs, à aller dans un coin avec un livre. Et c'est fou parce que je suis venue avec mon fils, qui était avec son livre en main, puis qui était tout courbé, puis tout timide comme ça, qui n'osait pas regarder. Et quand la directrice l'a vu, j'ai vu dans ses yeux qu'elle l'acceptait et qu'elle le prenait dans la classe pour enfants précoces. Je l'ai lu, je l'ai vu. Elle ne me l'a pas dit verbalement tout de suite, parce que bien évidemment il y avait une liste d'attente énorme et que je n'avais pas le droit de court-circuiter les autres. Donc elle m'a fait croire jusqu'au bout qu'elle allait prendre dans une autre classe. Et à la rentrée, il est accepté. Donc ça, histoire de mon fils réglée. Alors souvenez-vous qu'il y avait des autres trucs. Il y avait notamment mon locataire qui ne me payait pas. Moi, j'étais plus une victime, j'avais pris confiance en moi. Donc ça, cette histoire de mon fils réglée, ça s'est fait en 15 jours à peine, hein, d'accord? Pendant ces 15 jours, j'ai appelé le liquidateur judiciaire. Et je lui ai dit, c'est un entrepôt énorme, j'ai besoin d'argent. Est-ce qu'on ne peut pas négocier pour qu'il garde la moitié de l'entrepôt et que moi je récupère au moins une petite partie pour le louer à quelqu'un d'autre, pour récupérer de l'argent? Et là, le liquidateur me dit, ah, mais Madame Board, mais on va même faire mieux que ça, je vais vous dire une chose, vous allez tout récupérer, et ça dans la semaine. Je lui dis, ah bon, et pourquoi? Il me dit, mais je vais vous dire pourquoi. Il s'est foutu de moi.
Quand on prend un liquidateur judiciaire, c'est qu'on remet les clés de sa société à un liquidateur pour qu'il puisse redresser les comptes. C'est ça la base, d'accord? Sauf que mon locataire n'a jamais remis les clés au liquidateur judiciaire. Ce n'était qu'une basse manœuvre, en fait, pour continuer comment dire, manipuler tout ce petit monde en toute impunité, en réalité. Donc le liquidateur n'avait jamais pu rien faire. Il était furieux de s'être fait blouser. Il m'a dit, demain, rendez-vous à votre entrepôt. Je viens avec un huissier. On ouvre toutes les portes. On saisit tout ce qu'il y a dedans, parce qu'il avait arnaqué des tas, c'était un gars dans le bâtiment, il avait arnaqué des tas de gens, où il avait pris des acomptes pour des chantiers, il ne les avait jamais faits. Donc il y avait des tas de dépôts de plainte contre cette personne. Il m'a dit, on va saisir tout ce qu'il y a dedans, pour rembourser au maximum ces personnes. Demain, vous récupérez votre entrepôt, et s'il y a des choses qu'on n'a pas saisies, je vous autorise à les vendre pour vous rembourser. C'était surréaliste. Le lendemain, j'étais nouveau propriétaire de mon entrepôt. C'était incroyable. Et alors, restait l'histoire de la porte avec l'arnaque. Et ben quoi? Pareil, le lendemain ou un jour après, tout ça, ça s'est fait en 3 semaines. En 3 semaines, la roue a tourné du fond du trou à la lumière. Donc le lendemain, coup de fil de mon fameux arnaqueur, là, le gars qui m'avait dit, vous savez quoi, vous n'avez pas lu le petit astérix en bas, là, qui dit que photo non contractuelle. Il m'appelle et il me dit, écoutez Madame Bohard, je pense qu'il faut qu'on s'arrange, d'accord? Il me dit, je ne peux pas tout changer, la porte, mais voilà, je vais vous faire une énorme réduction, et si vous voulez bien, eh ben, acceptez-la. Et moi, j'avais pas envie de me battre. Je voulais juste être restaurée dans mes droits de victime quelque part, donc il a reconnu ses erreurs. Il m'a fait un avoir, j'ai récupéré de l'argent. De toute façon, j'avais tellement plus rien que c'était quelque part l'argent qui tombait du ciel. J'étais contente. Et bien évidemment, bah, j'ai toujours ma porte pourrie, mais c'était déjà ça. Voilà. Euh, donc, qu'est-ce qui s'est passé suite à ça? J'ai compris que j'étais créatrice de l'énergie que je dégageais. J'ai une gratitude infinie pour l'univers, et le hasard ou l'univers a voulu que j'ai ma névralgie dans le dos, donc je me suis remise à faire du yoga intensivement. J'ai médité régulièrement tous les jours. J'ai tellement médité que mon 3e œil s'est ouvert, j'en parle dans une autre vidéo, et ça a débloqué des dons. D'un seul coup, je me suis mis à voir l'aura des gens, à voir les énergies. Comme j'ai médité, je me suis reconnectée à mon ange gardien, j'entendais de nouveau ces messages. Comme j'ai fait du yoga, j'ai libéré toutes mes énergies, ma névralgie est partie petit à petit. Je me suis sentie zen, en paix, mais du fond du trou, je me suis mise à flotter sur un nuage. J'étais connectée avec là-haut. Je recevais de nouveau les messages. J'avais une paix intérieure. Et tout a changé autour de moi. Mon fils a repris conscience. Ma fille, elle aussi, c'était difficile pour elle parce qu'elle était dans un contexte familial très compliqué. Ça a été bien aussi. C'était du jour au lendemain, on a vécu au paradis. Voilà. Alors, si mon histoire vous parle, euh, n'oubliez pas, changez-vous de l'intérieur pour changer l'extérieur. Rappelez-vous ce joli conte soufi. Restez connectés. Ayez la foi qu'il y a la lumière au bout du tunnel. Ayez la foi en vous, la foi en l'avenir et la foi en plus grand que nous. Moi, je l'ai, cette foi en plus grand que nous, parce que ça existe. Vous n'êtes pas une victime. À partir de maintenant, c'est comme ça que vous allez vous sortir de l'ornière. Merci de m'avoir écouté. Namasté.